Soyez les bienvenus dans ce magazine. Une semaine de commémoration en France. Il y a 10 ans, à la nuit du 13 novembre 2015, une série d'attentats terroristes sans précédent à Paris et Saint-Denis. 132 vies sont à leur fauchées. Un hommage a été rendu aux victimes du Bataclan, des terrasses et du Stade de France. Une cérémonie qui a réuni les proches des victimes de ces attentats. Je vous propose d'écouter tout de suite ces quelques témoignages recueillis par nos confrères de France Télévisions. C'était important de reparler de mon papa, de ses valeurs, des valeurs qu'il nous a transmises également. Et puis continuer de faire parler de lui, c'est vraiment important, même si c'est la seule victime décédée ici au Stade de France. Jamais je pensais pouvoir un mec me sortir comme ça. Merci. De rien, il y en a pour vous. Il y en a pour vous. Merci beaucoup. Bon courage. J'ai perdu l'homme de ma vie au Bataclan. C'est la première fois que j'assiste à la cérémonie d'hommage. Il y a beaucoup de monde, ça fait chaud au cœur. Et puis la peine est toujours là. Et voilà. Et c'est un bel hommage. À 10 ans après, une question revient. Quel est l'état de la menace terroriste aujourd'hui en France? Une attaque de cette ampleur est-elle encore à redouter? Autant de questions que nous avons à vous poser. Yann Saint-Pierre, bonjour à vous. Vous êtes le Bonjour. PDG de Modern Security Consulting Group et vous conseillez plusieurs acteurs dans le monde en matière de lutte contre le terrorisme. Merci de prendre quelques instants pour répondre aux questions de France 24. Yann Saint-Pierre, d'abord, cette première interrogation. Est-ce que la menace, 10 ans après ces effroyables attentats, est-ce qu'elle est toujours vive en France? Est-ce que la vigilance doit rester de mise? Oui, elle est toujours très vive en France et en Europe en général. Ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est à la fois une diversification et une multiplication des menaces. Diversification, c'est qu'en réaction, mais aussi à la fois à la polarisation politique croissante, mais aussi aux attentats islamistes de l'époque, c'est qu'on voit une montée des attentats de l'extrême droite. On voit aussi une montée des attentats émergents de milieux conspirationnistes et aussi une montée des attentats d'extrême gauche. D'autre part, la multiplication, c'est qu'on voit aussi une montée d'acteurs, d'auteurs d'attaques qui agissent de leur propre chef, s'identifient à une cause, pas nécessairement à une organisation, mais à une cause particulière. Et donc, dans l'ensemble, on se retrouve avec une menace qui est beaucoup plus diversifiée, qui s'est multipliée, qui, dans l'ensemble, demeure très problématique, même si les capacités d'organiser un attentat avec l'envergure de ce qu'on a vu il y a 10 ans demeurent beaucoup plus difficiles qu'auparavant en raison des diverses mesures de sécurité qui ont été implémentées depuis. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs prêts à agir, ça cause un problème. Ce que disait aussi le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure, le patron des renseignements français, il assurait, et c'est ce que vous dites aussi, que la menace de l'ampleur de ce qu'on a connu en 2015 était moindre. En revanche, il faut continuer de rester vigilant quant à ce qu'on appelle la menace dite endogène. Vous voulez bien nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont s'identifier. Je prends par exemple le renouveau ou les attentats qui sont liés à des appuis pro-palestiniens depuis les attentats du 7 octobre 2023. La réponse israélienne, on voit beaucoup un changement démographique. On voit des jeunes de 14, 15, 16 ans, 17 ans qui sont nés, qui ont grandi dans un pays spécifique, mais qui s'identifient à une cause externe, qui, au nom de cette cause-là, sont prêts à attaquer, veulent s'engager au niveau terroriste, au niveau d'une façon extrême, radicale, dans leur pays, dans leur pays d'origine, dans leur pays où ils ont grandi. Et donc, cette menace-là, elle continue d'amplifier. Elle est amplifiée aussi par les réseaux sociaux, par l'accès à des chats, à des plateformes d'échange. Et donc, la menace endogène, elle est très problématique puisqu'on voit un changement démographique très inquiétant et très sérieux qui amplifie cette menace encore. Et ça veut dire aussi, Yann Saint-Pierre, que ces individus agissent de manière autonome, seuls? Tout à fait. On ne parle pas nécessairement de loup solitaire parce que on sait que beaucoup de ces acteurs-là, de ces individus-là agissent, ont quand même des échanges en ligne sur certaines plateformes. Donc, on voit qu'il y a quand même un échange d'idées, un accès à des ressources, des capacités, un savoir surtout, mais ils agissent de leur propre chef. C'est des gens qui sont très difficiles à cibler.
parce ils vont s'en tenir à eux, ils vont essayer de créer leur propre bulle. Et dans cette mesure-là, d'essayer d'identifier ces gens-là, c'est très difficile, mais plus qu'il y en a de plus en plus, la menace, elle, s'accroît en même temps. Alors, quels sont les dispositifs mis en place par l'État français? D'abord, avant d'aller sur l'Europe, mais l'État français, comment est-ce qu'on prévient et comment est-ce qu'on empêche ces individus de passer à l'acte? Comment est-ce qu'on les surveille? D'une part, il y a eu beaucoup d'investissements au cours des dernières années dans les tentatives de prévention, pas nécessairement de déradicalisation, mais d'anticiper la menace. Il y a aussi un changement d'approche qui dit qu'il s'agit plutôt de contenir une menace plutôt que de pleinement la désarmer. C'est-à-dire on ne cherche plus nécessairement à déradicaliser des gens, mais on cherche plutôt à limiter la portée de leur agressivité, à faire en sorte qu'ils ne soient pas nécessairement prêts à utiliser la violence pour expliquer leur grief politique. Et ça, c'est une approche qui est très importante. D'autre part, on voit une augmentation très signifiante des mesures cyber de surveillance, une approche qui est très proactive dans la surveillance des messages, des engagements, ce qui fait en sorte que c'est possible d'arrêter des gens, de mettre des gens en garde à vue beaucoup plus tôt qu'auparavant, lorsqu'on avait les méthodes étaient un peu plus désuètes. Et je précise aussi que des attentats ont été déjoués. On sait qu'au cours de l'année 2025, cette année en cours, au moins 6 attentats ont été déjoués. Je voudrais aussi vous entendre sur la coopération entre la France et les États européens. Est-ce que ça marche de ce point de vue-là? Parce qu'il y avait clairement eu des failles en novembre 2015, on s'en souvient. Oui, non seulement la France a été attaquée, mais l'Allemagne, dans les années qui ont suivi, a aussi été une cible. La Belgique, évidemment, l'Espagne qui a eu ses problèmes, les Pays-Bas. Donc, les pays européens, à l'époque, ont quand même assez bien compris que l'échange d'informations est primordial. Les ententes bilatérales et multilatérales se sont améliorées. L'échange concret, pratique sur le terrain s'est aussi amélioré. Néanmoins, on fait beaucoup. Il faut quand même souligner que beaucoup de ces échanges d'informations-là sont volontaires. Et donc, même s'il demeure quand même certaines restrictions, il y a quand même certains acteurs qui sont réfractaires à trop partager d'informations. Pourquoi, Yann Saint-Pierre, on le sait? Sécurité nationale. Oui. Oui, en fait, c'est une question de sécurité nationale. C'est qu'il y a certaines priorités nationales qui vont dire, ouais, les échanges, on peut pas tout donner. On peut donner certaines choses, mais pas tout. Et donc, les restrictions, cette approche-là un peu trop protectrice nuit encore à l'échange d'informations, mais c'est quelque chose de très classique qui est très difficile à surmonter. On parle beaucoup de ce terrorisme islamiste. On parle de plus en plus, il faut le dire, du terrorisme qui vient des mouvances d'extrême droite. En 2018, par exemple, l'action des forces opérationnelles a été démantelée. Des membres de cette organisation ont été jugés. Est-ce que là aussi, les dispositifs mis en place pour tenter d'empêcher ce type d'action de la part de ces mouvances d'extrême droite est suffisant aujourd'hui? Est-ce qu'on mesure aussi cette menace-là dans son importance? Savoir si c'est suffisant, ça demeure ouvert, mais c'est très certainement la menace est prise beaucoup plus au sérieux qu'elle l'était à l'époque, ou même il y a 5 ans. Une des particularités des mouvements d'extrême droite, c'est qu'ils visent beaucoup de politiciens. La France demeure un des pays européens, il en fait le pays européen où les tentatives ou les menaces d'attaque contre les politiciens demeurent le plus élevées. Donc, il y a une réaction politique très sérieuse par rapport à ça. La menace, elle est réelle. Donc, les mesures ont été mises en place pour tenter de bien gérer cette menace-là. Néanmoins, on parle de ressources, de transférer des ressources ou de mettre des ressources à la disposition des forces de sécurité pour être en mesure de gérer diverses menaces simultanément. Ça demeure un problème. Et donc, il y a des choix qui doivent être faits. Dans la phase actuelle, islamiste et extrême droite, ça demeure des priorités, mais en même temps, il y a des sacrifices qui sont faits. On le voit du côté de l'extrême gauche ou avec des mouvements conspirationnistes. Est-ce qu'ils agissent de la même manière quand vous parlez de l'extrême gauche et l'extrême droite? Non, pas vraiment. C'est que d'une part, on voit que du côté de l'extrême gauche, il y a une plus grande focalisation sur les dommages matériels. Les dommages des victimes humaines, elles, sont un peu plus... on parle plus de dommages collatéraux. Du côté de l'extrême droite, on parle d'attentats beaucoup plus ciblés, moins indiscriminés, c'est-à-dire une personne très particulière va être ciblée ou un groupe de personnes. Donc, c'est beaucoup plus focalisé que ce qu'on voit avec d'autres organisations où l'ensemble peut être plus général. Je pense notamment au mouvement des célibataires involontaires, incel, l'expression anglaise, qui est un mouvement contre les femmes. Et donc, dans ce cas-ci, c'est plutôt les femmes en général qui vont être visées. C'est en contraste avec l'extrême droite qui vont chercher à viser des personnalités très précises.
Merci beaucoup Yann Saint-Pierre. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Ce qui a aussi retenu l'attention cette semaine, c'est cette sortie de prison de Nicolas Sarkozy, une incarcération express. C'est par cette formule que des avocats des parties civiles ont accueilli sa libération. Condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, l'ancien président de la République n'a finalement passé que 3 semaines en détention. Il sera jugé en appel à partir de mars prochain. Et avant de refermer ce magazine, ces images de cette nuit magique, de sublimes aurores boréales observées en France, et c'est un fait rare et exceptionnel qui mérite d'être souligné. Elles sont dues à des éruptions solaires très fortes. Admirez plutôt le spectacle. Au cœur de la nuit, le ciel alpin s'embrase. Festival de couleurs sur les sommets de Megève. Des gerbes de lumière illuminent les montagnes enneigées de Courchevel. Un spectacle visible pendant près de 2 heures aux 4 coins de la France. Des plages de la baie de Somme, à l'île des Ambiers dans le Var, et même en ville, à Niort, où les lumières artificielles atténuent à peine ces aurores boréales. Un phénomène habituel au cercle polaire, mais rarement observable en France. Il s'explique par une éruption solaire de forte intensité qui libère des particules chargées électriquement qui vont percuter le champ magnétique terrestre. C'est un peu le même phénomène que nos néons lorsqu'ils sont excités électriquement. Eh bien, le gaz réagit. D'habitude, c'est concentré sur les pôles puisque notre champ magnétique va canaliser ces particules vers les pôles. Et là, comme cette tempête est plus forte, eh bien, le champ magnétique est un petit peu déformé. On se retrouve avec ces particules solaires à nos latitudes. Des cartes postales originales capturées par de nombreux photographes comme ici, sur le plateau de Valensole dans les Alpes de Haute-Provence, bien connu pour ses lavandes, qui ont prêté leur couleur au ciel. Ainsi s'achève ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi.